Cette livraison vous est offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7. Bonjour, c'est Alphonse Dombo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Au menu de notre podcast d'aujourd'hui, c'est le rachat partiel de l'Eurobond 2032 qui porte sur 354 millions de dollars sur les 930 détenus par le Congo sur le marché financier de Londres. Est-ce donc un ajustement stratégique ou alors tout simplement, pourquoi pas, un succès? Nous allons certainement donc vous présenter les grands axes de ce rachat. Qu'est-ce que cela signifie exactement pour la compréhension de tout le monde, pour ceux qui ne sont pas les férus en matière d'économie et de finance. On va simplifier les mots pour que vous compreniez que gagne le Congo et qu'est-ce qu'il y a quand même comme répercussion sur la trésorerie de l'État. Ce sont des questions qu'on va examiner dans notre deuxième partie, n'est-ce pas? C'est-à-dire le podcast. Mais en entrée, puisque c'est le plat que nous vous servons depuis quelque temps en termes d'information économique, sachez que le marché des assurances reste quelque peu trouble, notamment en ce qui concerne les sociétés congolaises. Vous savez qu'il y en a trois. Les Assurances Générales du Congo, qui est une compagnie à capitaux privés nationaux, et les Assurances et Réassurances du Congo, l'opérateur historique, qui est tout simplement donc une compagnie à capitaux publics congolais, tandis que vous avez de l'autre côté l'AMC, qui n'est autre qu'une filiale de la Fédération des mutuelles congolaises d'épargne et de crédit, donc la filiale qui s'occupe justement des assurances, mais qui, quand même, en ce qui la concerne, se porte bien. Mais en ce qui concerne les deux premières compagnies évoquées tantôt, la situation n'est pas assez reluisante. La conférence interafricaine du marché des assurances CIMA, dont le siège se trouve à Libreville au Gabon, menace de mettre sous administration provisoire les deux compagnies, notamment les AGC et la. Et pour cause, en ce qui concerne la première, c'est-à-dire les assurances générales du Congo, la société trouve à des problèmes pour justement payer les sinistres. Vous savez, l'une des principales missions pour ce qui est des sociétés d'assurance, c'est de payer les sinistres. Et lorsque vous ne payez pas les sinistres, cela est vu d'un mauvais œil par le régulateur, c'est-à-dire la CIMA. Et il y avait déjà eu comme une espèce de blâme en ce qui concerne, n'est-ce pas, le management de cette compagnie d'assurance, puisque le directeur général a été mis knock-out et finalement aujourd'hui, c'est la menace de mettre sous administration provisoire qui se profile à l'horizon, notamment en avril prochain, si rien n'est fait dans le cadre de la restructuration que devait proposer les AGC à la CIMA. Il semble, selon les informations obtenues à bonne source, et c'est une exclusivité de ANTV, il semble qu'un important, ce n'est même pas il semble, on peut le confirmer, un important homme d'affaires congolais a essayé justement de prendre des parts d'action à hauteur de 70%, c'est-à-dire que il voudrait être l'actionnaire majoritaire à hauteur de 70% du capital des AGC. Cet important homme d'affaires, ne me demandez pas son nom, il est quand même très actif dans l'immobilier et dans d'autres, notamment les banques et les assurances, notamment il veut se lancer dans les assurances. Alors cette proposition, certes pertinente, jugée certainement de bonne foi par les milieux d'affaires, n'a pas donc reçu un écho favorable auprès des propriétaires des assurances générales du Congo. Vous savez que le principal propriétaire de cette société, c'est le géant, un homme très respecté et connu, Raymond Ibata. Et ce qui a fait justement, qui a créé ce rejet, semble-t-il, selon certains experts que nous avons pu interroger, c'est que
on court là le risque de voir cet actionnaire absorber totalement donc le capital, c'est-à-dire devenir déjà, on le sait, actionnaire majoritaire à 70%, mais en même temps, il n'est qu'à 30% pour pouvoir acheter les autres parts et donc pour devenir l'unique propriétaire. Et donc, cette offre n'a pas été jugée, donc n'a pas pu prospérer, ce qui fait que les assurances générales du Congo sont comme dos au mur. Il faut absolument trouver d'autres partenaires de bonne foi qui peuvent ressourcer la trésorerie de cette importante compagnie pour justement avoir un plan de restructuration à présenter à la CIMA. Sinon, d'ici à avril 2026, la société pourrait éventuellement passer sous administration provisoire. Ça veut dire quoi? Ça voudrait tout simplement dire que selon les réglementations en vigueur dans notre pays ou la réglementation en vigueur dans notre pays, il s'agira de désigner un administrateur qui va donc se charger de la restructuration de cette société. Vous savez très bien qui dit restructuration voudrait dire parfois perte d'emploi, diminution des charges, et puis voilà, ça va être quand même, ça peut aller dans tous les sens. Et souvent donc, le propriétaire n'a plus plein pouvoir pour exercer, n'est-ce pas, son autorité de chef propriétaire. Voilà ce qui donc advient lorsqu'on met une structure comme celle-là sous administration provisoire. Comment quand même en est-on arrivé là en ce qui concerne les AGC? Il faut dire que la compagnie était récemment naguère prospère, hein, surtout lorsqu'il y a eu ce boom pétrolier avec évidemment des chiffres mirobolants, des bénéfices importants, des primes, d'importantes primes récoltées en centaines, soit milliards de francs CFA. Eh ben, on n'a pas compris, selon les experts, et pourtant les AGC disposent quand même d'un capital humain très important. Les AGC ont plutôt misé sur l'immobilier en construisant cet important immeuble qui fait office de son siège. Très bonne chose, mais seulement de l'avis des experts en matière d'assurance estiment que au regard des potentialités, notamment le capital humain dont disposent les AGC, mais aussi, pourquoi pas, des ouvertures, le carnet d'adresses, il fallait que les AGC ne misent pas autant dans les immobilisations, il fallait plutôt se consacrer à l'expansion de cette société, notamment dans la zone CEMAC, et puis, pourquoi pas, lorgner sur l'important marché de la République démocratique du Congo, notamment, parlons que de Kinshasa. Ce que, apparemment, ce qui n'a pas été une option choisie par le management, l'équipe de management de cette importante société d'assurance dans notre pays. Et alors, un crédit de 13 milliards a été donc accordé ou alors sollicité auprès de LCB Bank, qui est devenu aujourd'hui Bank of Africa, et donc ces 13 milliards, il fallait absolument les amortir. Au même temps qu'il faut amortir ce crédit, c'est-à-dire les primes et d'autres produits financiers qui génèrent des primes, des bénéfices, cet argent était donc réservé ou alors était englouti dans le cadre de l'absorption du tableau d'amortissement de la dette auprès de cette banque, ce qui fait que de l'autre côté, donc, les AGC n'assurent plus donc convenablement le paiement des sinistres. Or, c'est l'une des choses qu'exige la CIMA pour vraiment bénéficier d'une certaine certification et bénéficier d'une certaine confiance. Aujourd'hui donc, comme on peut le constater, les AGC, disais-je, courent le risque, je n'ai pas dit que c'est déjà chose faite, courent le risque d'être mises sous administration provisoire par la conférence interafricaine du marché des assurances, la CIMA. Il en est de même pour ce qui est de l'opérateur historique, les assurances et réassurances du Congo. Une compagnie, on le sait, qui quand même pour l'instant détient ce qu'on appelle encore l'exclusivité des frontings pétroliers en France. C'est quoi? Ça paraît très technique. Les frontings pétroliers sont tout simplement les assurances qui viennent, n'est-ce pas, qui sont justement, qui viennent des sociétés pétrolières. Et comme l'ARC n'a pas des possibilités d'assurer une compagnie pétrolière, cela est donc replacé à l'international dans le cadre de ce qu'on appelle la réassurance. Et pour l'instant, même s'il y a eu une libéralisation du marché des assurances au Congo, c'est l'ARC
qui justement gère les frontings pétroliers. Nonobstant cela, la compagnie, on le sait, est en restructuration depuis fort longtemps. On a retardé l'échéance plusieurs fois parce qu'il y a eu le gouvernement, à travers l'argentier du Congo, donc qu'il s'agisse du ministre Jean-Baptiste Ondaye ou même d'Andeli ou même de Kalis Ganongo pour remonter un peu plus tard. Tous ces gens, n'est-ce pas, ont décidé devant les responsables de la CIMA en disant nous allons justement y remédier, nous allons restructurer la société, nous allons la ressourcer financièrement. Eh ben, cela tarde à être fait et je peux comprendre parce que certainement le gouvernement a d'autres chats à fouetter en ces temps d'assèchement financier à Brazzaville où vous devez payer parfois les fonctionnaires, les boursiers qui font du bruit, les services diplomatiques à l'étranger qui réclament des ressources pour pouvoir fonctionner. Tout cela, les hôpitaux qui se mettent en grève et de l'autre côté, vous avez les mairies. Bon, toutes ces choses conjuguées, s'il vous plaît, font certainement que le gouvernement n'a pas vraiment misé alors sur cette restructuration de l'ARC au point de non seulement revoir le management, mais en même temps aussi, pourquoi pas, de ressourcer la société. Cela, je peux imaginer certainement que le gouvernement est comme dos au mur. Est-ce que cela sera chose faite sous peu? Possible, puisque le gouvernement détient quand même encore les manettes et les leviers pour redresser et pour relever sa société d'assurance, surtout que on peut imaginer que la période ne s'y prête guère si on tient compte du fait que la mise sous administration provisoire pourrait intervenir en avril. Ça veut dire que le nouveau chef d'État, et je peux probablement imaginer, certainement, c'est lui qui peut succéder à lui-même, trouvera donc sur sa table un problème au niveau de l'ARC, avec ce que cela comporte comme ruine sociale, et il ne fait pas bon vivre lorsqu'on perd son emploi par ces temps qui courent. Donc, la balle est, comme on dit dans le langage du football, dans le camp du gouvernement en ce qui concerne justement les assurances et réassurances du Congo. Voilà donc un tout petit peu en ce qui concerne cette entrée, ce que nous pouvons donc vous proposer comme information, avec espoir que d'un côté comme dans l'autre, c'est-à-dire qu'il s'agisse des assurances générales du Congo ou de l'ARC, on pourra certainement, pourquoi pas, redresser la barre. À très bientôt pour notre podcast du jour. Alors, parlons maintenant de ce rachat des obligations des rebonds, les obligations des rebonds 2032. Qu'est-ce que cela voudrait dire? On va essayer, n'est-ce pas, d'être assez méthodique et même pédagogique pour vous expliquer certaines choses. D'ailleurs, n'ayez pas peur lorsqu'on parle des rebonds. Les rebonds, c'est quoi? Ça ne veut pas vraiment dire qu'il s'agit des zéros. Il s'agit tout simplement du marché financier international. C'est-à-dire que quand on parle d'un eurobond, ne pensez pas à la monnaie qui est justement celle utilisée par l'Union européenne au point de penser qu'il s'agit des zéros. Non, les eurobonds, c'est tout simplement le marché financier international, un marché souvent très attractif parce que vous avez là des investisseurs qui peuvent être des fonds de pension, ça peut être des banques, ça peut être des sociétés d'assurance, ça peut être des sociétés dont des entreprises privées qui ont beaucoup d'argent. Et souvent, au niveau international, vous avez donc des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ne cherchent que preneurs. Et alors, il s'avère que beaucoup de pays en Afrique s'adressent justement à ces entreprises, à ces financiers internationaux, donc ce qu'on appelle eurobonds. Et donc, quand on parle des obligations, tout simplement, il s'agit tout simplement de l'argent. C'est-à-dire, je préfère simplifier les choses pour que ceux qui ne sont pas les férus en matière de littérature économique et financière comprennent ces choses. Parce que quand on parle des rebonds, ça renvoie généralement à ce qui peut paraître comme l'euro. Non, il ne s'agit pas d'euros. Un eurobond ou le marché financier international, ça peut être justement le marché financier américain. Vous vous adressez, n'est-ce pas, aux Américains, l'argent que vous prêtez, que vous empruntez, est libellé donc en devise, c'est-à-dire que en dollars. Il peut arriver que vous leviez les fonds auprès, n'est-ce pas, sur le marché, par exemple,
européen, on peut émettre ces eurobonds, c'est-à-dire qu'on peut vous prêter de l'argent pour faire aussi simple. On peut faire des émissions pour faire simple, c'est-à-dire on peut vous prêter cet argent soit en dollars, soit en euros, soit en yens si vous êtes sur le marché, par exemple, japonais. Donc, il faut d'abord qu'on simplifie les choses. Et en ce qui concerne le Congo, pour que les gens comprennent, je veux vraiment essayer de simplifier. Le Congo a un cumul de dettes de 930 millions de dollars sur le marché de Londres. Enfin, ce qu'on appelait un tout petit peu le club de Londres, si vous voulez. C'est là-dedans, vous avez des privés, ainsi de suite, des gens qui sont réunis et qui prêtent donc de l'argent à certains pays, à certaines entreprises. Donc, ce cumul de dettes est de 930 millions de dollars, disais-je, et le Congo est censé rembourser tout cet argent en 2032. Alors, ce que le Congo vient de faire, il a opéré ce qu'on appelle dans le langage financier, c'est-à-dire dans le langage de l'ingénierie financière, le rachat de sa dette, c'est-à-dire que au lieu d'attendre de rembourser tout cet argent à l'échéance 2032 comme cela a été prévu, le Congo s'engage plutôt donc à payer déjà une très bonne avance de 354 millions de dollars qui équivalent exactement à plus de 197 milliards de francs CFA. Je tiens à préciser que les 930 millions de dollars que le Congo doit, n'est-ce pas, au niveau donc du marché londonien, représentent un tout petit peu plus de 518 milliards de francs CFA. Quel est le modèle de calcul que nous avons adopté pour obtenir ces chiffres? En l'état actuel des choses, c'est que nous avons tenu compte du taux actuel du dollar par rapport au franc CFA, qui est tout simplement de 1 dollar équivaut à 557,1 francs CFA. Et donc, si vous faites le calcul, vous trouverez que nous sommes, en ce qui concerne les 930 millions de dollars, à plus de 517 milliards de francs CFA, et le montant que le Congo a décidé donc de payer à l'avance. C'est-à-dire que une manière d'alléger son service de la dette. Le service de la dette, tout ça, c'est un peu trop technique. C'est-à-dire que quand vous prenez de l'argent auprès des investisseurs, auprès de ceux qui peuvent nous donner de l'argent, pour que ça fasse simple, il y a donc ce qu'on appelle un tableau d'amortissement. C'est aussi trop difficile à comprendre pour certains. Le tableau d'amortissement, c'est quoi? C'est-à-dire que on dit, vous allez donc nous rembourser de l'argent, si peut-être c'est par mois, si c'est par an, vous faites donc, vous vous dites, telle année, ou tel mois, ou tel trimestre, je vais payer tel montant d'argent. Donc, le Congo, en ce qui le concerne, a décidé, au lieu d'attendre l'échéance, c'est-à-dire l'année qui est tout simplement donc retenue dans le contrat de financement qu'il a eu avec ses investisseurs, c'est-à-dire 2032, le gouvernement a décidé de payer déjà donc une bonne partie qui constitue donc 354 millions de dollars. Et je tiens à préciser que, si vous pouvez le constater, il en reste encore plus de 500 qui doit être payé. Qu'est-ce que ce genre d'opération apporte? Notamment, ce genre d'opération sur le plan international vous permet un tout petit peu d'être crédible. C'est-à-dire que les gens se disent, oh là là, vous n'avez pas vraiment attendu l'échéance, que vous commencez déjà à leur rembourser ce que vous leur devez. Donc, ça donne une certaine crédibilité et en même temps, ça vous permet un tout petit peu d'alléger votre service de remboursement. C'est-à-dire que vous essayez d'alléger votre trésorerie. Pourquoi? Parce que l'argent qui devait en fait servir à être payé à une seule fois, c'est-à-dire une seule fois à l'échéance 2032, vous essayez, n'est-ce pas, de diminuer une partie de ce qui est donc réservé au remboursement, ce qui allège quand même dans la trésorerie d'une manière ou d'une autre. Pour que je fasse un exemple qui pourrait faire que les gens comprennent, vous allez chez le petit boutiquier du coin, comme ça se passe pour beaucoup de fonctionnaires. Il s'est dit, je n'arrive pas à joindre les deux bouts, je vais m'endetter auprès du boutiquier du coin pour qu'il me donne du riz, du sucre,
du sel, des boîtes de sardines. Cela est quelque chose d'habituel dans beaucoup de quartiers au Congo. Les gens vivent, n'est-ce pas, parfois des dettes. Vous dites à votre boutiquier, lorsque le salaire sera payé le 25 du mois, eh ben, je vais m'arranger à vous payer tout ce que je vous dois. Et il arrive donc que le monsieur vous fasse le point en disant, vous me devez en tout 500, vous me devez 50 000 francs CFA. Et vous pouvez vous dire, si entre-temps vous avez de l'argent, vous vous dites, mais ben écoute, je ne vais pas attendre le 25 du mois prochain, puisque j'ai un peu d'argent, je peux déjà payer, par exemple, 15 000 francs ou 20 000 francs. Qu'est-ce que cela apporte qu'est-ce que cela apporte dans votre relation avec le boutiquier? Il vous prend pour quelqu'un de sérieux en se disant, voilà quelqu'un qui devait me payer un peu à une date un peu plus lointaine, mais il me paye déjà une partie avant qu'on arrive à cette date. Donc c'est un bon client pour moi. Ça renforce, n'est-ce pas, une certaine confiance, une certaine crédibilité s'installe. Autre chose, vous-même, ça vous permet, n'est-ce pas, à l'échéance de la fin du mois, c'est-à-dire le 25 du mois, au lieu de rembourser 50 000, eh ben, vous allez rembourser soit 35 000, soit 30 000 francs. Donc, vous voyez que cela vous accorde un certain allègement. Donc, voilà comment j'essaie d'expliquer ça pour que même nos mamans qui vendent du manioc comprennent, parce que ce sont des termes techniques. Le ministre des Finances, souvent dans ce genre de choses, se lance dans une communication trop technique qui n'est pas assez compréhensible pour tout le monde. Et souvent, chacun y va de son interprétation. Donc, voilà ce qui s'est donc réellement passé. Sauf qu'ici, on n'est pas quand même dans une relation entre boutiquier et une personne ordinaire. On est dans ce qu'on appelle les relations financières internationales. Bon, alors là, en ce qui concerne le Congo, est-ce que c'est le Congo qui a sorti de l'argent de sa trésorerie pour aller donc rembourser à l'avance ces 354 millions de dollars? C'est là où se situe le problème. Il n'en est rien selon nos investigations. C'est-à-dire qu'il y a dans ce qu'on appelle l'ingénierie financière une possibilité de faire que des gens le payent à votre place. Et il y a donc eu des gens qui se sont engagés à le faire à notre place avec comme arrangeur la Citibank qui est située à Londres. Et dans ce genre d'opération aussi, on s'associe souvent l'arrangeur, c'est donc la Citibank, on associe aussi l'intelligence de ce qu'on appelle les avocats d'affaires, parce que ce sont des gens qui contribuent, n'est-ce pas, dans le cadre de l'architecture de cette ingénierie financière et essaient, n'est-ce pas, de la sécuriser. Et pour encore mieux la sécuriser, il y a aussi les sociétés d'assurance. Alors, tous ces gens mis ensemble, lorsqu'ils font donc cette opération de rachat, c'est-à-dire que on aide l'État à soigner la qualité de sa signature. Alors, je vais aussi essayer de simplifier les choses. Soigner la qualité de la signature sur le plan, n'est-ce pas, international, sur le marché financier international. C'est souvent, s'il vous plaît, des choses qui sont appréciées par ce qu'on appelle les agences de rating. Les agences de rating, ça paraît quoi? C'est-à-dire des structures de notation. Ce sont ces agences, vous avez par exemple Fitch, et vous avez Standard & Poor's. Standard & Poor's, par exemple, qui est une agence américaine, a noté le Congo CC+. Vous avez suivi ça pour ceux qui sont, n'est-ce pas, les férus ou branchés sur l'ingénierie financière ou les relations économiques internationales, savent que la note du Congo au 31 janvier est de CCC+. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, ça peut paraître n'est-ce pas, très technique. Il faut que je vous explique qu'il s'agit tout simplement d'une note qui évalue le Congo. Et le Congo étant évalué à C+, ça voudrait tout simplement dire qu'on n'est pas vraiment encore dans une meilleure disposition de remboursement de nos dettes. Enfin, si vous voulez, je vais essayer d'aller terre à terre pour que les gens comprennent. Lorsque nous allions à l'école, ou pour ceux qui vont encore à l'école, vous faites un devoir. Si vous avez 10 sur 20, on dit passable. Si vous avez 9 sur 20 ou 9,25 ou 9,50 ou 9,75 sur 20, on peut écrire passable, peut mieux faire. Ou alors, on peut tout simplement parfois écrire insuffisant. Mais si vous avez 8 sur 20, et c'est là où on peut dire que le Congo se situe entre 7
et ou 6 et 7 sur 20, ça veut dire qu'on est médiocre. C'est-à-dire que on n'a pas encore vraiment la pleine confiance. On ne peut pas générer une pleine confiance auprès des investisseurs. On a encore des difficultés pour pouvoir vraiment rembourser nos dettes. C'est-à-dire que quand on essaie de regarder nos niches de recettes par rapport à notre niveau d'endettement, il y a lieu de penser que nous ne sommes pas dans des meilleures dispositions, dans des capacités réelles de supporter le poids de notre dette. C'est pourquoi l'agence Standard & Poor's, ce sont des agences. C'est comme ça que le marché financier international travaille. Vous avez donc Standard & Poor's, vous avez Fitch. Ce sont ces agences qui sont justement chargées de la notation des États, mais aussi des entreprises. C'est vrai que en Afrique, nous avons Bloomfield, qui est une agence de notation 100% africaine, basée, n'est-ce pas, à Abidjan. D'ailleurs, on a récemment interviewé le président, fondateur, directeur, monsieur Zézé, qui était de passage ici à Brazzaville, et il nous a fait comprendre que il avait noté le Congo il y a 4 ans et qu'il voudrait renouveler cette façon de faire parce que tout simplement la dette du Congo en ce moment est libellée en francs CFA alors que les agences internationales font libeller la dette en devises étrangères, ce qui n'est pas toujours quelque chose de très correct et que lui, il était en train de promouvoir une notation qui est purement africaine, c'est-à-dire qu'on note un pays sur la base de sa monnaie. Bon, ça c'est une parenthèse. Donc en ce qui nous concerne, c'est-à-dire la qualité de notre signature fait que nous soyons dans une disposition, n'est-ce pas, qui fait que lorsque nous allons sur le marché financier international, comme c'est le cas, parce que les pays y vont, vous avez suivi qu'il y a la Côte d'Ivoire récemment qui a eu un taux de 5%. Vous avez suivi que il y a le Cameroun il y a quelque temps qui était pratiquement donc à un taux de 9%. Le Congo y allait à 9%. Le Bénin y était pratiquement récemment à 5-6%. Vous avez des pays comme le Kenya qui sont à 5%. Donc c'est chacun en fonction de la qualité de votre signature telle que définie par des agences de rating, beaucoup d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte et qui font que vous soyez crédible. Donc quand vous allez sur le marché financier international, comme c'est le cas, vous trouvez donc des investisseurs qui, eux, ont du pognon à revendre, qui peuvent, n'est-ce pas, établir des taux qui sont parfois de 2%, de 3%. Maintenant, c'est vous qui devez jouer au charmeur pour leur dire, nous, on a besoin d'argent, on a besoin de tel montant, nous allons vous le payer à 5%. Et en fonction de la qualité de votre signature, des informations qui sont en leur possession, ils peuvent dire oui. C'est ce que la Côte d'Ivoire, par exemple, vient, n'est-ce pas, de faire sur le marché financier international. En fonction de ce qu'ils constatent, vous pouvez donc dire, ah, notre signature n'est pas bonne, nous, on veut proposer 8%, 9%. Bon, souvent aussi, ce n'est pas parfois toujours du fait de la signature. Ça peut être du fait parce que vous avez besoin tout de suite d'argent et vous voulez mobiliser cet argent en se disant, si nous réussissons donc à donner un taux qui est attractif, qui est quand même élevé, eh ben, c'est sûr que nous aurons de l'argent tout de suite. Et donc, ça peut aussi être une des raisons. Et donc, en ce qui concerne le Congo, il faut donc noter que c'est plutôt des gens qui ont travaillé en back-office pour pouvoir donc racheter cette partie de la dette du Congo afin de nous rendre certainement un peu plus crédibles. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe réellement? On ne fait que reporter le problème. C'est-à-dire que il y a des gens qui essaient de mettre leur argent pour essayer donc de nous rendre crédibles sur le marché financier international, mais ces gens ne le font pas pour rien. Ces gens ne le font pas pour rien. D'abord, il faut noter qu'il y a un intérêt principal qui se situe généralement autour de 9%, comme c'est le cas pour le Congo, autour de 10%, 9%. Mais ces intérêts finissent par galoper avec l'entrée en scène d'un arrangeur, c'est-à-dire la Citibank, qui ne le fait pas pour rien. D'ailleurs, il faut se demander si Citibank, en tant qu'arrangeur, n'a pas aussi été comme la structure ou la banque qui, justement, donc, habille ses fonds. Ou alors, il y a des privés congolais qui se sont arrangés par une opération certainement compliquée, une ingénierie financière, et qui ont mis leurs moyens pour pouvoir donc essayer de procéder au rachat partiel de notre dette. Alors, ces gens, donc, disais-je,
l'arrangeur, s'il vous plaît, touche, il y a un taux, il y a un intérêt supplémentaire qui vient se greffer là-dessus, sur l'intérêt que je viens de vous donner. Il y a, n'est-ce pas, aussi les avocats d'affaires. Je ne sais pas, ils peuvent arriver que ces avocats d'affaires fassent jonction avec l'arrangeur. C'est qui dont justement tout ça constitue l'arrangement. Donc, là aussi, il y a un intérêt supplémentaire qui vient se rajouter. Et puis, vous avez les sociétés d'assurance. Puisqu'il faut assurer une telle opération, eh ben, eux aussi, ils captent aussi une bonne partie. Ils ne captent pas. Ils proposent aussi un intérêt. Donc, cela fait qu'on peut se retrouver au lieu de 9% ou 10% qui sont souvent annoncés officiellement, on peut se retrouver à 15, 17, voire 20%. Parce que ça, c'est la partie cachée. C'est la partie l'iceberg que personne ne connaît, sauf ceux qui sont vraiment à la manœuvre. Et donc, penser qu'une telle opération s'est passée sans justement qu'il y ait quelque chose à reverser à toutes ces personnes que je viens de citer, ce n'est pas possible dans le cadre, n'est-ce pas, de l'ingénierie financière. Mais alors, qu'est-ce que ça mène comme difficulté? C'est que en fait, on essaie de reporter notre problème. On peut faire comprendre aux gens que oui, on a déjà eu à payer de l'argent à l'avance. C'est bien si l'argent sortait du trésor congolais. C'est-à-dire que nous avons des recettes pétrolières, minières, et on a assez de manne pétrolière, de manne d'argent. Nous pouvons donc l'injecter dans le circuit pour que nous payions de manière partielle une partie, notre dette. Il n'en est rien, ce n'est pas le cas. Ce qui se passe, c'est que ce sont des gens qui se sont mis dans une espèce d'ingénierie financière pour essayer de soulager les finances du Congo. Et donc, on reporte le problème. Mais quand on reporte le problème, la dette n'est plus, n'est-ce pas, au montant que on nous présente, c'est-à-dire les 354 millions de dollars. Si donc vous ajoutez donc des intérêts qui vont aller avec, puisque nous n'avons pas toutes les informations nécessaires, et je peux comprendre, les gens dans pareilles circonstances ne peuvent pas vous donner toutes les informations, d'où l'intérêt pour nous en tant que journalistes de la presse économique, un peu de fouiller, d'échanger avec des gens, de fouiller, et puis voilà, pour avoir un tout petit peu, pour être proche, n'est-ce pas, de la vérité. Dans ces conditions, il faut donc noter que il y a des intérêts supplémentaires qui viennent se greffer à l'intérêt principal pour atteindre certainement donc des intérêts qui sont parfois vertigineux. Et à la fin, on a reporté le problème. Certainement que on donne l'impression que on a arrangé un problème. En fait, on a fait que s'endetter de nouveau. C'est-à-dire qu'on s'est endetté pour rembourser d'autres dettes avec des intérêts qui vont venir se greffer sur ce nouveau endettement. Et à la fin, ça fait exploser la dette. C'est-à-dire que on est bien, certes, dans une stratégie de reprofilage de la dette, de l'allongement n'est-ce pas, de la durée, mais il faut avouer que, en fin de compte, on n'a fait que reporter le problème, même si cette stratégie est admise, n'est-ce pas, en matière d'ingénierie financière. Mais à vrai dire, il faut aussi reconnaître qu'à la fin, c'est le Congo qui, toujours dans les conditions qui sont, n'est-ce pas, connues, qui va payer une partie de la dette plus importante. Donc voilà ce que je tenais quand même, n'est-ce pas, à apporter comme explication. C'est une information, c'est vrai que du côté, quand on lit le communiqué du ministre des Finances, du budget, du portefeuille public, ça donne tout de suite l'impression que on est quand même dans une bonne perspective, qu'on est en train, n'est-ce pas, d'alléger le fardeau de la dette, mais non, on ne fait que reporter un tout petit peu, si vous voulez, on déplace le problème pour quelque temps, et puis on se retrouve toujours, n'est-ce pas, dans un endettement. On a tout simplement, si vous voulez, en français, ça facile, nous empruntons de l'argent pour pouvoir donc, n'est-ce pas, payer une dette. Alors, c'est un tout petit peu comme si vous devez de l'argent à un boutiquier, 50 000 comme je le disais tantôt. Vous allez tout simplement prendre 20 000 francs chez quelqu'un et la personne, vous prenez cet argent avec des intérêts pour pouvoir donc aller rembourser une partie des 50 000 francs que vous devez au boutiquier du coin. Si vous faites le point à la fin, ça voudrait dire que vous n'avez fait que
reporter le problème et alourdir aussi la dette parce que vous devez payer de l'autre côté avec des intérêts. Tandis que vous donnerez l'impression au boutiquier, vous êtes maintenant dans des meilleures dispositions et qu'il peut vous faire confiance, mais en fait, vous n'avez rien fait. Vous êtes comme dans un cycle infernal, un peu comme chanter un musicien que j'aime bien de la République démocratique du Congo avec son titre Tozana rond-point. Tozana rond-point, donc le cycle infernal de la dette. Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville, je vous prie, n'est-ce pas, de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour être davantage informé sur tout ce qui a trait à l'économie, aux finances, au commerce et qu'en sais-je. À très bientôt pour un autre podcast certainement plus important que celui-ci, qui pourra donc porter sur l'économie forestière. Ah, il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Ah, vous allez découvrir beaucoup de choses. Le secteur forestier est en train de mourir au Congo. C'est une enquête exclusive que nous avons pu mener et nous pourrons vous la servir dans notre prochain podcast. À bientôt. Cette livraison vous a été offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7.